Costa, l'Amérique savait bien que l'ère aérienne arrivait. À ce moment-là, les gens ont voté pour ce qu'on a appelé la prohibition. Et quand les bars et les saloons ont fermé au début des années 1920, cela a consterné beaucoup de gens. Le problème avait commencé des années auparavant, quand une dame âgée du nom de Carrie Nation avait fait une campagne contre les saloons. Elle a gagné, et la loi sur la prohibition est devenue officielle. Beaucoup de boissons alcoolisées de qualité ont été versées dans les égouts à un point tel que cela vous donnait les larmes aux yeux. On aurait dit la fin absolue de l'alcool aux États-Unis. Les soldats étaient revenus et avaient été accueillis avec enthousiasme. Cependant, la plupart d'entre nous essayaient d'oublier la guerre. Les héros de guerre, comme le sergent Alvin York, étaient acclamés par la foule. On leur a donné de nombreux honneurs aux officiers de haut rang, comme le général Blackjack Pershing et l'amiral William Sims. Les vétérans organisaient la Légion américaine qui a eu son congrès de 1921 à Kansas City. Comme d'habitude, les légionnaires sont arrivés en masse dans la ville. Parmi eux se trouvaient des généraux et des amiraux américains et étrangers. Même pendant la célébration de la victoire, ici et là, l'esprit de combat a commencé à chercher des buts moins nobles. Dans plusieurs villes, il y a eu de la violence. Des groupes ont essayé de s'emparer de prisonniers. Presque dans tous les cas, la police et la garde nationale ont pu contrôler la foule. Mais d'autres groupes étaient plus difficiles à maîtriser. Une organisation secrète, le Ku Klux Klan, a pu établir son influence destructive dans une grande partie du pays. Et un homme, surnommé Mister Zero, faisait des enchères pour vendre le travail des gens devant la foule fascinée de Boston, tout cela pour dramatiser le manque de travail. Le conflit entre le capital et le travail s'est exacerbé et a atteint son sommet dans une série de grèves prolongées et chaotiques. Les prix étaient élevés. Les hommes demandaient des augmentations que de nombreux employeurs refusaient de donner. Il y avait de nombreux problèmes qui apportaient encore plus d'agitation. Certaines célébrités nationales, comme la mère Jones, croyaient qu'il fallait se battre jusqu'à la fin. Mais il y avait aussi de nombreux négociateurs entêtés parmi les dirigeants du mouvement organisé du travail. Des hommes comme William Green et Phil Murray, des mineurs unis et leur dirigeant, John L. Lewis. La vague de grève de l'après-guerre a créé une crise à Boston quand la police a quitté la ville, la laissant sans défense. On a organisé un groupe de police volontaires et on a appelé la milice pour patrouiller les rues. Boston, qui était peu avant cela une ville paisible, était à présent comme occupée. Et puis Calvin Coolidge, gouverneur du Massachusetts, est arrivé sur scène. Il a dit qu'il était interdit de faire la grève contre la sécurité publique et cela s'appliquait à qui que ce soit, n'importe où et n'importe quand. Ce commentaire a rendu Coolidge célèbre instantanément. Peu de temps après, la vague de grève s'est arrêtée. Le public s'est fatigué, les prix ont diminué, c'est ainsi que les grèves ont pris fin. Après une conférence, le dirigeant du Parti du Travail, Samuel Gompers, et l'industrialiste Charles Schwab ont fait un effort pour se sourire. Il y avait de la violence pendant les années qui suivaient immédiatement la guerre. Le pire des dégâts avait été causé quand une bombe avait explosé à Wall Street, à l'extérieur du bureau de J.P. Morgan. Des experts ont examiné les éclats de la bombe, mais personne n'a pu trouver son origine. Cependant, le public pensait que les révolutionnaires étaient responsables.
On a remarqué que la statue de George Washington, qui se trouvait de l'autre côté de la rue, était intacte. J.P. Morgan, qui était en vacances en Écosse à ce moment-là, a aussi échappé à l'explosion. Même avant l'explosion de Wall Street, on avait fait des raids au niveau national sur les quartiers généraux communistes. C'était en conséquence du sentiment général que les bolcheviks essayaient de faire un coup d'État. Il n'y avait pas beaucoup de différence dans l'opinion publique entre les socialistes et les communistes, et le public avait l'air satisfait de voir les radicaux passer en justice. Dans de nombreux cas, le jury a décidé que les prisonniers étaient coupables, et s'ils n'avaient pas la nationalité américaine, ils étaient déportés. C'était durant cette période de crainte que 2 hommes d'origine italienne ont été arrêtés et condamnés pour le meurtre d'un agent payeur à South Guthrie, dans le Massachusetts. Au début, la question de leur culpabilité ou de leur innocence a peu attiré l'intérêt du public. Mais avant leur exécution des années plus tard, le cas de Sacco et Vanzetti a provoqué une réaction mouvementée d'ampleur mondiale. Finalement, l'hystérie s'est arrêtée, mais pas avant que, parfois de façon illégale, des centaines de gens soient recherchés et envoyés dans leur pays. L'hystérie s'est arrêtée, mais en laissant une certaine amertume. La situation politique n'était pas très harmonieuse. Le président Woodrow Wilson a ramené un traité de paix avec un projet pour ce qu'il a appelé la Ligue des Nations. Le Sénat républicain s'est opposé au traité ainsi qu'au projet. Wilson a défendu de façon obstinée ses idées, mais il est tombé malade et l'opposition, dont le centre était le Comité des relations étrangères du Sénat, a pu l'emporter et a refusé cette proposition. La Première Guerre mondiale avait ralenti un mouvement qui finalement a pu devenir l'actualité. Les femmes ont obtenu le droit de vote et sont devenues une force politique dans tout le pays, particulièrement à l'est des États-Unis et dans les villes. Dans la campagne présidentielle de 1920, les femmes ont pu voter pour la première fois pour élire le président des États-Unis. Warren G. Harding était le candidat républicain. Harding était nouveau dans un pays fatigué de la guerre et il a fait un effort particulier pour ne pas offenser les divers groupes existants. Des célébrités du spectacle comme Al Jolson l'ont aidé dans sa campagne et Harding a fait de son mieux pour avoir l'air intéressant. Il avait aussi le soutien d'un des membres gouvernementaux les plus élevés, Charles Evan Hughes. Il a aussi fait appel à des stars telles que Lillian Russell, qui s'est dévouée à encourager les femmes à utiliser leur nouveau droit de vote. Le candidat qu'il avait choisi pour la vice-présidente était Calvin Coolidge, qui s'était rendu célèbre grâce à la grève de la police de Boston. Le candidat du Parti démocrate, le gouverneur James Cox d'Ohio, et son partenaire, le jeune Franklin Delano Roosevelt, ont été désavantagés dès le début. Woodrow Wilson avait été président pendant trop longtemps et les gens voulaient un nouveau visage. Les républicains ont dominé Washington avec de grands espoirs et un gouvernement plus petit à l'esprit. Harding a dit qu'il voulait retourner à la normalité. Les gens n'étaient pas sûrs de ce que cela voulait dire, mais ils aimaient l'entendre dire. Le contraste entre Wilson, l'activiste idéaliste, et Harding, le pragmatique, n'aurait pas pu être plus évident. Le millionnaire industrialiste Andrew Mellon est devenu ministre de la Trésorerie. Comme il avait une grande fortune, on pensait qu'on pouvait lui faire confiance avec les fonds du gouvernement. Sous la direction de Mellon, la bureaucratie fédérale avait été rapidement réduite et on a posé le fondement pour une nouvelle ère de prospérité. C'est dans cette ambiance que le pays a commencé une croissance en productivité et en industrie. Harding a essayé de faire appel à tous les niveaux de la société, espérant mettre la guerre et les conflits de côté. Quand le dirigeant du Parti du Travail, Samuel Gompers, a demandé au président de relâcher Eugene Debs, un activiste emprisonné, Harding a accepté. « On doit tourner la page », a dit Harding. Le prix de la guerre était élevé, non seulement en vie humaine, mais aussi en dette nationale et en perte de productivité.
Certains des dirigeants pensaient que le problème résidait dans les armements et que la solution était de les limiter et de détruire les stocks. Alors le président a organisé une conférence internationale pour la limitation de l'armement naval. Le ministre d'État Hughes a présidé à la conférence pendant laquelle les Alliés ont accepté de réduire le nombre et de limiter la taille des navires de guerre. Les accords apparaissaient logiques et sensés, mais ces décisions auraient des conséquences de grande envergure. L'Amérique serait très mal préparée si une guerre éclatait, ce qui la laisserait au Japon le contrôle d'une grande partie du Pacifique. Les Japonais avaient pris très peu de risques pendant la Première Guerre mondiale et ils avaient beaucoup acquis. Eh bien, après la Première Guerre mondiale, le Japon était en meilleure position. Je veux dire qu'ils se sont mis du côté d'alliés et sans investir beaucoup. Ils ont pu confisquer toutes les possessions allemandes qui se trouvaient dans le Pacifique. Ils ont pu garder la plupart d'entre elles après la guerre, et cela fortifie leur empire et leur expansion nazie. Et ce qui est probablement la chose la plus importante, cela montre aux Asiatiques que les Européens blancs ne sont pas invincibles. Les Allemands ne sont pas invincibles. En conséquence, les autres Européens blancs se sont plus invincibles, ce qui est arrivé pendant la dernière centaine d'années. Alors les Japonais étaient dans une situation positive et étendue dans le Pacifique. Ils étaient en mesure d'assumer une domination militaire et même politique sur l'Asie. Et c'est ce qui est arrivé. Ils se sont ensuite retrouvés dans la Deuxième Guerre mondiale. La plupart des pays qui avaient participé à la Première Guerre mondiale avaient perdu leur ressource la plus précieuse, les gens. Les nombres sont difficiles à concevoir. Les pays participants sont aujourd'hui bien plus peuplés qu'ils l'étaient au début du siècle. Les États-Unis avaient perdu au total un peu plus de 75 000 personnes. L'impact de ces décès et des soldats qui étaient revenus blessés était immense. Pendant des années, les familles ont dû faire face aux traumatismes, aux blessures et aux handicaps. En tout, les puissances principales ont perdu 3,5 millions d'hommes. Les Alliés, victorieux dans le sens restreint du terme, ont perdu plus de 5 millions d'hommes. En moyenne, 5 000 hommes mouraient chaque jour à la guerre. Et cependant, toutes les guerres doivent avoir leurs gagnants et leurs perdants. Quand vous regardez le monde après la Première Guerre mondiale, vous devez préciser qui sont les gagnants et qui sont les perdants. L'Autriche-Hongrie était le grand perdant. Elle a pratiquement disparu. L'empire entier a disparu. Des pays différents sont nés alors que l'on redessine la carte de l'Europe. L'Allemagne a perdu du territoire, mais n'a pas été aussi endommagée que l'Autriche-Hongrie et la France, par exemple. La France avait cette énorme cicatrice qui traversait tout le pays et qui devait être soignée. Toutes les bombes, tous les obus et bien d'autres choses devaient être nettoyés. Et le pays était dévasté psychologiquement non seulement à cause de la perte de tant de gens, mais aussi en apparence car le territoire avait littéralement besoin d'être réparé. Et vous aviez tous ces explosifs qui n'avaient pas explosé un peu partout dans le pays, et cela comprenait des produits chimiques de toutes sortes. La Première Guerre mondiale n'avait pas commencé seulement à cause de l'assassinat de l'archiduc de Sarajevo. Il y avait aussi beaucoup d'autres raisons en relation avec de vrais problèmes et d'autres sans fondement. Mais nous devons rendre hommage aux hommes qui sont battus avec bravoure dans un nouveau type de guerre qu'ils pouvaient à peine comprendre. Du soldat belge qui est mort en protégeant son pays aux marins britanniques à Gallipoli, du patriote français à Verdun, à l'aviateur allemand, du fantassin américain qui a péri au cœur de l'Argonne, aux gardes de la brigade africaine du roi. La Première Guerre mondiale était pour chacun d'entre eux leur bref moment de gloire sur cette terre. Ils ont combattu et sont morts pour leur pays, pour leur famille, pour ce qu'ils pensaient être bien. Même aujourd'hui, ils demeurent les héros de la Première Guerre mondiale.